final, ceux qui choisissent de lancer des entreprises, c'est eux qui sont vraiment les porte-parole de l'entrepreneuriat collectif, un synonyme finalement de l'économie sociale. Ce que je vous propose comme plan, comme activité aujourd'hui, je vais commencer par faire une petite introduction parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise toujours avec le concept d'économie sociale. Donc, avant de passer la parole aux panélistes, on va juste démystifier très rapidement l'économie sociale. Et je vous suggère si vous avez des questions, je vous suggère de les retenir. À la fin, là, on va se garder une période pour que vous puissiez poser vous-même vos questions aux entrepreneurs qui sont là aujourd'hui. Je vais commencer avec une petite présentation que je vous ai préparée. Donc, moi, qui est-ce que je suis, mis à part votre animateur pour le panel d'aujourd'hui? Je suis employé du pôle des entreprises d'économie sociale. Mon rôle avec le pôle, c'est de coordonner le programme d'accompagnement au pré-démarrage Sismic Capitale Nationale. Donc, je collabore, par exemple, beaucoup avec l'Université Laval quand il est question de projets en économie sociale. Je vais pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs qui souhaitent démarrer soit des coopératives ou des OBNL. Et cet accompagnement-là est offert gratuitement. D'ailleurs, parmi nos panélistes aujourd'hui, Raphaël et Béatrice ont participé au programme Sismic et je les ai aidés du mieux que je le pouvais là, pour démarrer leur projet. Je veux souligner aussi rapidement que le mois de novembre, c'est la deuxième année que novembre est le mois de l'économie sociale, donc ça tombe bien. Semaine de l'entrepreneuriat, mois de l'économie sociale, on a pu conjuguer les deux. Donc, oui, c'est plaisant de souligner la semaine de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi plaisant de souligner le mois de l'économie sociale. Là, et ça, c'est partout au Québec. Les pôles de partout au Québec, de même que le chantier de l'économie sociale, sont porteurs de cette belle initiative-là. Puis, on est très fiers là, de ce qu'on parvient à accomplir avec le mois. Rapidement, le pôle, c'est quoi? C'est un regroupement d'affaires. Je vous épargne là, la lecture, mais on offre des services comme par exemple de commercialisation pour les entreprises d'économie sociale et de l'accompagnement au pré-démarrage, comme je vous ai mentionné au départ. Maintenant, juste pour clarifier les choses, c'est quoi l'économie sociale? Quand on parle d'entrepreneuriat collectif ou d'économie sociale, deux synonymes, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est incontournable. On parle systématiquement de gouvernance démocratique. Donc déjà, là, c'est à distinguer de l'entrepreneuriat reconnu comme social, où des sociétés par action, des travailleurs autonomes peuvent effectivement avoir des belles valeurs sociales et avoir des finalités qui sont sociales, mais ce qui distingue vraiment l'économie sociale, c'est la gouvernance démocratique. Donc, un membre égale un vote. Et ça, c'est important de le retenir. Il faut aussi générer des revenus autonomes. Autrement dit, si moi, j'ai une entreprise, un OBNL, par exemple, et que 100% de mon financement provient du gouvernement ou de financement public, je ne suis pas une entreprise d'économie sociale, donc il faut absolument générer des revenus autonomes. Et puis finalement, de la répartition équitable des excédents. Autrement dit, c'est possible de faire des surplus économiques ou, si on se comprend bien, là, des profits. On peut en faire dans une entreprise d'économie sociale, mais quand vient le temps de décider qu'est-ce qu'on va en faire, quand vient le temps de répartir, par exemple, les excédents, il faut que ça soit de manière équitable. Je dirais que c'est les trois grands principes de base de l'économie sociale. Puis, peut-être rapidement vous parler des formes juridiques. Lorsqu'on parle d'économie sociale, c'est un modèle d'affaires. Les formes juridiques qui sont insérées dans ce modèle d'affaires-là, qui concernent le modèle d'affaires, c'est la coopérative, que vous connaissez déjà, l'OBNL aussi, et il y a les mutuelles, lorsqu'on parle davantage là, du milieu des assurances. Mais les coops, les OBNL, ce sont des formes juridiques qu'on retrouve en économie sociale. Donc, c'était la petite introduction pour venir démystifier rapidement c'est quoi l'économie sociale. Puis maintenant, vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui pour m'entendre parler davantage. Là, je vais rapidement donner la parole à nos panélistes. Je les présente donc Zorani de chez Mambo. Raphaël Rioux, qui lui est encore à l'étape du pré-démarrage. Donc, présent, lui, il a choisi de s'investir dans un projet d'économie sociale, la laiterie du comté. Et finalement, et non la moindre, Béatrice Vallière, qui, elle,
et cofondatrice de Émerge Conseil, là, une initiative étudiante sur le campus de l'Université Laval qui est en opération depuis, ça fait 1 an environ, un petit peu plus. Je vais les laisser présenter leur entreprise. Donc, on peut commencer avec Béatrice, justement. Est-ce que tu peux nous parler d'Émerge Conseil, juste pour nous dire c'est quoi? Ben oui, certainement. Mais tout d'abord, avant de commencer, merci Stéphane d'animer ce beau panel. Puis merci à tous d'être présents ce matin. Je suis vraiment contente de voir le si grand nombre de personnes qui participent. C'est vraiment le fun. Puis merci à ceux et celles qui ont allumé leur caméra. C'est aussi plaisant de parler à des visages. Donc, c'est ça. Ben, tu m'as bien présenté, Stéphane. Merci. Je m'appelle Béatrice. Je suis cofondatrice de Émerge Conseil. On est un organisme à but non lucratif qui offre des services de consultation pour des PME responsables. Donc, avant d'entrer dans les détails sur les services qu'on offre, pourquoi on a fondé Émerge? Je dis on parce qu'on est 3 cofondateurs à l'origine du projet. C'est parti vraiment de 2 constats. Donc, le premier constat qu'on a fait, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises ou des PME qui sont très innovantes, très responsables également, donc responsabilité sociale ou environnementale, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de support pour se développer et croître finalement, puis qui n'ont pas nécessairement les ressources financières pour se permettre d'engager des consultants pour les aider à l'interne. Donc, avec ce constat-là, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait venir supporter ces entreprises-là dans lesquelles on croit, des entreprises qui veulent vraiment apporter du positif dans la société. Ça vient vraiment beaucoup rejoindre nos valeurs également, là, la responsabilité sociale et environnementale. Donc, la solution, c'est finalement trouvée dans un second constat, qui est celui des étudiants pendant leur parcours universitaire qui désirent se développer à travers des expériences concrètes. Donc, oui, il y a des programmes de stage à l'université, on sait tous bien. Toutefois, le stéréotype là, du stagiaire qui fait le café et les photocopies est malheureusement encore d'actualité. Donc, on trouvait que l'offre de stage n'était pas assez adaptée à l'ambition des étudiants, justement, là, pendant leurs études. Donc, on s'est dit, pourquoi pas engager des consultants étudiants, donc qui sont à l'Université Laval, pour réaliser des mandats de consultation dans les jeunes entreprises qui sont clients chez nous. Donc, on a commencé à travailler sur le projet en janvier 2019, donc ça fait déjà 1 an. Puis, on a officiellement lancé en septembre dernier, donc septembre 2019. Ça s'est fait quand même assez rapidement. On a travaillé fort. Puis, l'année dernière, c'était vraiment une année test, que je dirais. On est allé valider finalement l'intérêt autant des entreprises que des étudiants. On a eu 4 beaux mandats, là, si je peux vous dire vite. On a eu le Centre de prévention du suicide qui nous ont mandatés pour faire leur planification stratégique. On a eu l'Escargot Gourmand, une épicerie zéro déchet sur laquelle on a vraiment aidé à développer une expérience client adaptée là, en magasin. On a aussi eu Handle & Wire, qui est une compagnie de cordes à danser de CrossFit haut de gamme. Et on a eu finalement Omi Laboratoire, qui est une entreprise de cosmétiques sur mesure. Donc, ça vous donne une idée. On a vraiment des mandataires qui sont de différents domaines et les mandats sont aussi de différentes natures. Donc, nous, chez Émerge Conseil, on ne se spécialise pas dans un domaine en particulier. Donc, on va vraiment venir s'adapter aux besoins des entreprises qui viennent nous voir. Donc, que ce soit des besoins marketing, des besoins d'optimisation des processus d'affaires, des besoins en ressources humaines. Là, ces temps-ci, la COVID, c'est beaucoup d'actualité. Donc, on a un mandataire cette année qui nous a vraiment mandaté là, pour optimiser les pratiques de télétravail. Donc, c'est super intéressant. Puis, on engage vraiment là, des étudiants qui proviennent de facultés différentes, donc autant administration, communication, génie. On essaie vraiment d'ouvrir l'opportunité au plus grand nombre. Donc, c'est ce qu'on fait chez Émerge Conseil. Je ne sais pas, Stéphane, tu m'as accompagné. Ça a été vraiment bénéfique. Je ne sais pas si tu veux peut-être ajouter un petit peu à tout ça. Non, c'est bien. Béatrice, tu l'as bien mentionné. Moi, je trouve ça personnellement vraiment le fun de voir cette arrimage-là entre l'expertise des étudiants puis les besoins de la communauté. Là. Je pense que vous avez bien ciblé les besoins, puis c'est tout à votre honneur. Merci, Béatrice. Raphaël, de ton côté, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton initiative, la laiterie du comté? Oui, ça va me faire plaisir. Puis je veux également saluer là, les 2 autres panélistes qui ont de super beaux projets. Pour commencer avec la laiterie du comté, je vous dirais que ça a émergé un peu avec un mélange d'idées et d'opportunités qui s'est ouvert. Avec le retour au local, la quête de connaître mieux ses produits, c'est la qualité, puis aussi au niveau des producteurs agricoles qui ne gagnent pas nécessairement des gros revenus pour tout le travail qu'ils font. Fait que l'objectif avec la laiterie, c'est
c'est pas devenir un nouvel acteur dans la chaîne alimentaire, mais plus un outil pour les producteurs pour transformer le produit en étant plus à l'écoute de ce que les consommateurs veulent, et en étant plus proche aussi. Donc, si, admettons, j'y vais avec les 3 axes du développement durable, au niveau social, c'est beaucoup plus axé d'aider la population qui est redonnée au niveau des activités ou même, mettons, un service de livraison pour les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie ou même les parents trop débordés par leur mode de vie. Puis aussi garder un contact parce qu'il y a aussi la question de la détresse psychologique. Des fois, juste un contact humain entre les deux, ça vient répondre à un certain besoin. Puis au niveau des producteurs agricoles, en étant plus proches, en leur tendant une main pour travailler avec eux, c'est aussi briser l'isolement qu'ils vivent sur les fermes. Donc, on vient vraiment essayer d'humaniser le système qui est en train de devenir pas mal une machine. Ensuite, au niveau économique, c'est vraiment soutenir les épiceries, les petites chaînes tous les petits commerces alimentaires, mettons les boulangeries, les petits producteurs agricoles au niveau maraîcher. Il y a les producteurs laitiers qui ne sont pas nombreux dans le biologique. Sont 8 producteurs dans mon comté. Donc, c'est vraiment tisser tout le monde ensemble, créer une solidarité dans le comté pour qu'on puisse s'auto-stimuler pour faire davantage, puis amener d'autres jeunes ou d'autres même organismes à venir s'implanter dans notre région, puis stimuler à leur tour aussi l'économie. Ensuite, au niveau environnemental, si on y va avec la laiterie, c'est essayer d'être le plus carboneutre, éco-responsable. Donc, au lieu d'être des bouteilles en carton, ce serait des bouteilles de verre recyclées. Essayer d'avoir des pratiques le plus responsables qu'on peut, puis essayer comme de challenger, là, si j'utilise mon anglicisme, l'industrie, parce que l'industrie, on dirait que ça stagne un peu. Fait que là, c'est vraiment arriver avec des nouveaux modèles, des nouvelles façons de faire, puis vraiment essayer de se remettre en question constamment pour amener de nouvelles pratiques sur notre façon de faire. Aussi, soutenir des initiatives environnementales. Mettons, le transport, présentement, c'est encore à l'essence. Donc là, ça serait peut-être tourné vers du transport plus électrique. Livraison, c'est la même chose. Puis, c'est pas mal ça le gros résumé, là. Mais c'est vraiment être à l'écoute là, des gens. Là. Puis, tu sais, les personnes âgées sous les fermes, des fois, ils peuvent donner hors de leur intention, ils peuvent être en danger. Donc, essayer de les sortir de la ferme aussi, puis les amener à socialiser davantage en les utilisant comme ambassadeurs des produits laitiers dans les épiceries, auprès des gens pour présenter c'est quoi les produits, c'est comment ils se font sur la ferme, c'est comment qu'on les transforme aussi. C'est vraiment amener une transparence, amener aussi une meilleure connaissance de nos producteurs agricoles parce que je suis sûr que si je demanderais à quelqu'un dans la salle, il n'y a personne qui pourrait me dire c'est qui le producteur voisin, puis c'est quoi son nom, c'est quoi son histoire. Donc, c'est vraiment essayer d'amener cette fenêtre-là sur le monde agricole puis sur la transformation alimentaire qu'on n'a plus, qui était là avant. Donc, c'est une nouvelle relation là, avec ce monde-là. Je pense que c'est le mieux que je peux résumer. Oui, super, merci Raphaël. Peut-être juste pour situer, là, pour que les gens voient bien où tu en es rendu dans ton projet. En fait, Raphaël, je mentionnais qu'il était encore en pré-démarrage. Au départ, la première étape, ça a été vraiment de mobiliser la communauté, d'aller voir c'est quoi les besoins, parce qu'en économie sociale, c'est super important, c'est de toujours s'arrimer avec les besoins d'une communauté. Raphaël est allé mobiliser des producteurs agricoles, il est allé rencontrer des distributeurs potentiels, des épiceries locales, des dépanneurs, etc. Il est allé rencontrer des éventuels consommateurs. Puis là, maintenant, il est vraiment à l'étape de la faisabilité, c'est-à-dire, OK, la machine qui va pasteuriser, combien ça va coûter, etc., etc. Donc, bref, c'est à peu près là qu'en est rendu là, Raphaël avec dans son projet de pré-démarrage. Merci, Raphaël. Zorani, de ton côté, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de Mambo Mambo? Allô, moi c'est Zorani. En fait, je dirige la création chez Mambo Mambo.
c'est quoi Mambo? En fait, on est un studio de création, on est à Québec. En fait, notre but, c'est justement de façonner des marques dans le monde réel autant que numérique. C'est un peu comme ça qu'on se définit. Puis pourquoi Mambo existe? Mais de base, c'est carrément une remise en question du modèle traditionnel des agences, autant marketing que branding, etc. Où est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui nous dérangeait, cette espèce de structure tellement lourde que tu parlais jamais à ton client. Puis pour nous, l'idée d'être des designers ou même des gens en marketing, des gens qui, c'est des professions, puis d'une certaine façon, cette déconnexion faisait en sorte qu'on ne pouvait pas justement aller au bout de notre créativité tout le temps. Fait qu'on a tout de suite quand même des expériences dans beaucoup d'agences, puis c'était quelque chose qui revenait souvent. Jusqu'au moment qu'on se dit, OK, on est fatigué de ça, on a décidé de créer de quoi. En fait, à la base, on était 5 fondateurs. De cette gang-là, en ce moment, on est 3 qui restent encore dans Mambo. Puis en ce moment, en fait, dans l'équipe au complet, on est 7 à 8 personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui sont pigistes, parce que c'est dans notre domaine, puisqu'on travaille aussi, quand je disais dans le monde numérique, mais on fait aussi du web, c'est-à-dire qu'on a une grosse partie de notre équipe, c'est vraiment une équipe web, puis l'autre partie de l'équipe, c'est l'équipe de création, plus en image de marque, stratégie de marque et création dans ces types-là. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? C'est ça. Notre clientèle, en fait, en général, on n'a pas vraiment de clientèle spécifique. On travaille soit avec des startups, parce qu'avec eux, on a développé aussi beaucoup des processus pour justement, comme c'est des startups, souvent leur modèle d'affaires n'est pas défini, donc on parle vraiment de leur valeur pour créer l'image de marque. Parce qu'en fait, c'est qu'on a même des startups avec qui on suit depuis, je ne sais pas moi, 5 ans. Quand ils ont commencé, les modèles d'affaires, c'est une chose. Maintenant, ils sont rendus à leur 5e année. Le modèle d'affaires est rendu complètement d'autre chose, mais ils ont créé des marques qui sont capables d'évoluer dans le temps. Puis, c'est quoi que ça mange l'image de marque dans la vie? Mais en fait, en gros, nous, quand on fait de l'image de marque, on travaille souvent en stratégie de marque tout court. On est vraiment spécialisé là-dedans. Mais c'est juste qu'on offre aussi à nos clients vraiment la possibilité de créer, les 360 de leur marque. On peut parler même de trouver le nom, travailler en stratégie de marque, trouver leur pilier de marque tout court, puis on parle souvent justement de leur valeur pour créer tout l'ensemble de leur marque. Puisque maintenant, juste même la pandémie a vraiment démontré que des marques qui vivent de plus en plus sur le web. Donc, pour nous aussi, quand on parle d'image de marque, c'est que la cohérence visuelle, il faut aussi qu'elle soit sur, autant sur Instagram, Facebook, etc. Pourquoi on fait du web? Parce qu'on trouvait, nous, à l'époque, quand on a lancé Mambo, on avait remarqué quelque chose d'étrange, en fait. C'était que tu voyais une marque en magasin, elle avait une vibe. Tu voyais la marque en ligne, elle avait complètement une autre vibe. Fait qu'il y avait vraiment une déconnexion entre les équipes de création web et les équipes de création, on va dire, traditionnelles. Puis on voyait des marques qui parlaient vraiment deux messages complètement différents, mais pourtant, c'était la même marque. Fait que nous, notre offre de service, c'est justement de voir que la marque elle vit de la même façon cohérente dans tous les axes de communication. Autre chose, en fait, Mambo, c'est qui? En gros, on n'est pas beaucoup, on n'est pas une grosse équipe. Puis en fait, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on a décidé d'être un coop, c'est ça aussi. C'est qu'on voulait justement avoir cette espèce d'égalité entre toute la gang. Puis aussi, une autre chose qui est pour laquelle on a décidé de lancer Mambo, c'est vraiment le fait qu'on voulait comme être direct, en fait, des contacts directs avec l'expert. On ne voulait pas avoir les couches et les couches et les couches et les couches d'intervenants dans un projet quand des fois le client il a juste envie de parler au designer ou au développeur, puis j'ai pas de mémolette de qu'est-ce que le développeur fait ou qu'est-ce qu'il parle, puis on parle beaucoup, c'est ça, c'est juste comme pour faciliter la communication entre les experts puis les clients. Je ne sais pas si je me suis perdue dans tout. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, c'est super intéressant, Zorani. Puis d'ailleurs, moi, ce que tu mentionnais, là, que vous travaillez beaucoup avec des pigistes dans votre domaine. D'ailleurs, on n'est peut-être pas habitué d'entendre des graphistes, des gens qui se spécialisent en images de marque, en marketing, s'organiser en économie sociale. Puis je me demandais pourquoi est-ce que vous, tu l'as mentionné un peu, là, mais pourquoi vous avez choisi le modèle coopératif quand vous avez démarré le projet? Mais en gros, c'était vraiment, comme j'ai dit, nous, l'idée d'avoir, on est des créateurs, on aime la créativité. Puis de base, Mambo, c'est ça, c'est plus créer un endroit où est-ce que tout est mis de l'avant pour qu'on soit capable de sortir les meilleures idées possibles. Puis ça veut dire souvent que j'aille pas un boss qui me fatigue parce que lui, il y a une certaine vision, puis que je puisse pas lui parler parce qu'il y a une autorité sur moi.
Fait que pour nous, l'idée que tous les experts étaient au même niveau, c'était ça qui donnait en fait, c'est ça qui donne les meilleures idées. Qu'on soit capable de se parler vraiment d'égal à égal, que j'aille pas un chargé de projet, que lui, même s'il ne comprend pas mon domaine, c'est quand même lui qui prend des décisions sur qu'est-ce que moi je fais. Puis que justement, les stratèges marketing, on travaille ensemble à la place on se bat de qui est en haut de qui. C'est ça, c'est plus comme pour nous, l'expertise vient justement de l'égalité, puis être capable de justement parler comme si on connaît tout notre domaine respectif pour créer quelque chose ensemble. Parce que l'image de marque, c'est quand même ça, c'est tellement de domaines différents ensemble, mais si tu n'es pas capable d'être à égal, mais il y en a un qui va prendre plus que l'autre. C'est comme nous, comme Aldir Chimambo, on aime beaucoup l'image de marque. C'est quand même ça qu'on aime faire. Puis pour nous, c'est ça que souvent, je trouve que, on va dire, les stratégies marketing en prennent davantage sur les stratégies de marque. Fait que là, en fait, tout le monde est en mode vente, puis ils oublient beaucoup leur valeur de base qu'ils doivent transmettre justement à leur clientèle, que c'est des fois à cause de ça que la clientèle a adopté la marque. Pas parce que j'ai fait une promo des 50% de rabais cette semaine. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus cette espèce de bataille-là entre le marketing puis la marque. Comment dire, la base de la marque, souvent, je trouve que des fois, ils sont en confrontation dans beaucoup de studios. Mais nous, notre but, c'est justement que ça soit plus d'égal à égal. Puis que des fois, oui, on fait des promos et des choses comme ça, mais des fois, ça reste que ta marque n'a pas besoin de ça. Ta marque a juste besoin de parler de qu'est-ce qu'elle est. Fait que je ne sais pas, encore une fois, si je me suis perdue dans tous mes mots. C'est parfait, mais je trouve ça intéressant là, quand tu parles, quand tu as dit l'horizontalité, l'égalité, ça vient stimuler la créativité. J'ai trouvé ça super intéressant. Merci Zorani. Puis, de ton côté, Raphaël, toi, quand tu as eu l'idée d'une idée d'entreprise, pourquoi tu as choisi le modèle d'affaires économie sociale dans ton projet? Moi, j'avais choisi le mode coopérative à cause que le monde agricole, il y a beaucoup de modèles de coopératives, aussi coopératives laitières. Puis, moi, personnellement, faire des profits aux dépens des producteurs agricoles, étant de ce monde-là, moi également, je me sentais, je suis pas à l'aise avec ça. Puis aussi, c'est pour les producteurs que je le fais, c'est pour les aider, puis aider le secteur. Donc, c'est vraiment travailler avec eux, c'est pas travailler à mon compte puis pour mon profit. Oui, super. Merci, Raphaël. Puis de votre côté, Béatrice, vous avez choisi la forme juridique OBNL. Qu'est-ce qui a orienté un peu votre décision? Tout d'abord, j'aimais vraiment l'aspect que Zorani amenait sur la table là, de égal à égal. Nous, on a fondé Émerge, on était 3 cofondateurs. Maintenant, on est rendu 5 dans les membres de la direction. Puis, ces 2 nouvelles personnes-là qui nous accompagnent puis qui nous aident à propulser l'organisme sont vraiment égales à nous. Puis, pour nous, c'est vraiment important de mettre ça carte sur table dès le départ quand on engage quelqu'un de nouveau ou même autant nos consultants. C'est qu'on veut vraiment qu'il y ait une structure égalitaire. Fait que tout le monde a son mot à dire. L'avis, l'opinion a toute la même valeur là, finalement entre nous. Donc, tu parlais de gouvernance démocratique, Stéphane, plus tôt. Ben, ça, c'est une des raisons pourquoi on a décidé d'opter pour le modèle de l'OBNL. Puis aussi, tout simplement parce que ça venait vraiment nous chercher dans nos valeurs. On n'a pas fondé Émerge pour faire des profits. On n'est pas là du tout pour l'argent. En fait, nous, depuis le départ, on a investi des heures et des heures. Je n'ai pas compté. Puis, on ne s'est pas versé de salaire encore. Puis, on ne sait pas si ça va se faire dans la prochaine année non plus. Mais on reste là quand même. On investit notre temps, notre énergie parce qu'on est là pour la passion. On est là pour faire une différence. Donc, le modèle d'organisme à but non lucratif venait vraiment, là, finalement, je dirais traduire le pourquoi on est là. Ben, on est là à but non lucratif. On n'est pas là pour l'argent. On est vraiment là pour faire une différence puis venir appuyer les entreprises et les étudiants dans leur développement. Super. Merci, Béatrice. C'est vraiment intéressant. Donc, justement, je vais rebondir là-dessus parce que je me demandais, on est là pour faire une différence. On est là pour apporter quelque chose à notre communauté. Mais concrètement, là, ça ressemble à quoi ces retombées-là que vous pouvez apporter à la communauté, les conséquences finalement de vos projets là, ou les bienfaits que vous sentez que vous apportez déjà à la société? Est-ce qu'on peut commencer justement avec toi, Béatrice?
Ben oui, certainement. De notre côté, avec Emerge, ce qui est particulier, c'est qu'on a toujours deux publics cibles. Donc, autant les entreprises que les étudiants, dans notre quotidien, dans nos activités au jour le jour, il faut toujours prendre en compte ces deux parties-là parce qu'on veut vraiment être là pour leur permettre de faire des collaborations mutuellement enrichissantes. Fait que le win-win pour nous, c'est vraiment l'aspect central de pourquoi on est là. Pour les entreprises, ben, c'est sûr qu'on amène vraiment de l'aide qui est opérationnelle. Donc, d'avoir une équipe de consultants, concrètement, ce que ça fait, c'est qu'on a accès à une main-d'œuvre qui est jeune, qui est créative, qui est très innovante, qui n'a pas encore de barrières puis trop de structures. Fait que ça fait en sorte que l'innovation est beaucoup plus présente. Ça fait aussi en sorte que ça l'aide au recrutement. Donc, ces temps-ci, là, beaucoup avec la COVID, la pénurie de main-d'œuvre qu'on avait avant qui est encore toujours présente, ça fait en sorte que pendant 6 mois, on peut travailler avec une équipe qui est sur le point de graduer, qui veut avoir un emploi après son papier. Donc, ça met en contact justement des entreprises et des étudiants qui peuvent trouver leur compte finalement en se faisant engager là, par la suite. Pour une entreprise, je donne un exemple un petit peu plus précis. Avec OMI Laboratoire, le mandat, c'était vraiment d'optimiser leur processus d'inventaire. Puis, le projet que les étudiants ont accompli leur a permis de sauver 80 000 $. Donc, on est capable quand même de quantifier les résultats concrets que nos étudiants amènent dans les entreprises. Donc, c'est assez considérable. Puis, ben, au niveau de nos étudiants, là, ça fait une cohorte qu'on a eue qui est terminée. Puis, on a aussi une nouvelle cohorte qui a débuté cette année. Donc, on a 7 nouveaux consultants qui travaillent avec nous. Puis, c'est indéniable le développement que ça leur permet de vivre au travers de l'expérience. Les étudiants, ils ont déjà beaucoup appris, puis ça fait juste depuis octobre, dans le fond, que toute l'expérience Emerge est commencée. Donc, autant le concret, puis ce qui est le fun, c'est qu'on leur offre une série de formations. Donc, mois d'octobre est vraiment axé sur la formation et le développement du consultant. Donc, on a des formations sur l'organisation des rencontres, la relation client, comment être professionnel, l'intelligence émotionnelle dans le cadre d'une équipe. Donc, on vient vraiment toucher à plusieurs aspects. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas encore sur le marché du travail, ça vient vraiment t'outiller pour être un bon professionnel ou une bonne professionnelle là, dans le futur. Donc, concrètement, c'est ça les retombées. Moi, je trouve ça le fun parce qu'on a beaucoup de commentaires positifs puis on peut voir concrètement, là, finalement, qu'on vient vraiment autant aider des étudiants que des entreprises à se propulser. C'est ça notre mission. Donc, concrètement, c'est ça qu'on fait, là, qu'on a comme retombées. Là. C'est incroyable, là. L'expérience que vous faites vivre aux étudiants et étudiantes, là, c'est vraiment, vraiment très enrichissant. De votre côté, Zorani, lorsqu'on parle d'une coopérative, la coopérative, elle est au service de ses membres. De votre côté, c'est une coop de travailleurs, donc au service de ses employés, finalement. Quelles sont les retombées que vous pouvez voir là, dans votre quotidien? Mais en gros, en fait, nous, c'est ça. Mamba, c'est comment dire, nous, notre but, c'est pas, on n'a pas des, on travaille pas juste avec des OBNL ou avec des coopératives ou genre des personnes ou des organismes qui n'ont pas de l'argent. Nos clients, c'est quand même souvent, en fait, 80%, c'est des entreprises privées. Nous, notre but, en fait, pourquoi le coop? Ben, tout simplement parce que, les conditions de travail chez nous sont quand même, déjà pour la taille de studio qu'on a, sont quand même pas mal plus avantageuses que chez beaucoup de studios. Tout simplement parce que le fait qu'on soit une coop, ça nous a permis d'adhérer à des assurances justement collectives parce que plein de coops sont ensemble. Fait que là, c'est comme si on était une entreprise de 2000 employés, mais à la fin, on est quand même juste 10. Fait que ça fait en sorte que souvent, en fait, quand on cherche des nouveaux employés, c'est quand même très simple parce que souvent, justement, la dernière employée qu'on a en ce moment, elle, une des raisons pour laquelle elle a décidé « oui, je vais avec vous », c'est justement ça. C'est elle, avant, dans le studio qu'elle était, elle n'avait pas d'assurance collective, puis là, ici, elle en a une. Fait qu'il y avait ça aussi. Nous, souvent, en fait, c'est ça. Tout ce qui est... tous nos efforts sont vraiment faits en sorte pour qu'on ait un endroit où travailler, où on peut être créatif. Donc, assurance collective, l'effet qu'on puisse parler clairement comme ça. Nous, dans notre vision à même court terme, c'est que tout le monde a le même salaire, mais on ne parle pas d'un salaire, on va dire, pauvre. Notre but, de base, on aimerait ça que tout le monde ait vraiment les 70 000 par année. C'est ça notre but à long terme, c'est notre vision qu'on veut avoir. Que tu sois directeur de création, directeur artistique ou développeur senior ou genre junior, on veut que tout le monde aille justement ça. Fait que nous, on travaille justement pour avoir assez d'argent et avoir assez de clients qui nous donnent suffisamment justement pour qu'on puisse arriver à faire ça.
qu'est-ce qu'il y a d'autre qui... Ben, en fait, c'est ça. Justement, tout l'effet que c'est une coop, ça fait en sorte que la rétention de nos employés, quand même, on dire, ils sont là, puis sont engagés, puis j'ai pas besoin de promettre quoi que ce soit. S'ils veulent, c'est vraiment comme faire partie à 100% de Mambo, ils peuvent devenir quand même membres. Fait qu'il y a quand même tout le temps cette porte-là. On a quand même aussi des employés qui, eux, ils veulent juste faire leur travail, puis ils veulent juste être employés. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, justement, avant, on était une coopérative des producteurs quand on a commencé Mambo. Ça veut dire qu'on était tous pigistes pour Mambo, puis c'était Mambo qui faisait certaines choses pour nous, comme avoir le local, comptable, des choses comme ça. Mais on facturait Mambo après pour nous autres travailler. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que, ben, on aimerait ça avoir certaines personnes qui, eux, ils ont des expertises que nous, on n'en a pas, puis on aimerait ça qu'ils soient avoir des travailleurs. Fait qu'on a dit, OK, il faut changer le modèle. On a comme évolué vers ce modèle-là. Puis maintenant, on est tous travailleurs, c'est-à-dire on est tous des salariés de Mambo, mais dans ces salariés-là, il y a certaines personnes qui sont des membres. En ce moment, c'est à peu près 5 personnes qu'on est des membres justement dans le CA puis qu'on prend des décisions tout ensemble. Les personnes qui sont pas dans le CA, c'est pas parce qu'on a dit non, vous voulez pas l'être, c'est qu'eux, ils veulent pas faire partie du CA. C'est tout simplement ça. Fait que justement, encore une fois, cette idée-là on est tous égales, puis l'idée que tu as aussi le droit de prendre tes choix, tu veux t'impliquer, tu peux le faire, tu veux pas t'impliquer, tu n'as pas besoin de le faire non plus. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant quand tu dis, Zorani, tous les membres, en fait, les employés de Mambo, on s'est réunis et on s'est dit, bon, ben, on aimerait se donner 70 000 $ par année. C'est comme un objectif commun pour les conditions personnelles. En tout cas, je trouve que ce point-là, particulièrement, est super intéressant. De votre côté, Raphaël, toi, en fait, juste, même si c'est drôle, là, même si tu es au pré-démarrage, tu me racontais à quel point déjà la mobilisation, ça crée une solidarité là, dans la communauté. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Oui, puis c'est vraiment ça l'objectif, c'est ramener une solidarité dans notre région, dans le comté de Matane-Matapédia. C'est vraiment ramener une solidarité de toute la communauté autour de leur monde agricole, puis aussi entre les producteurs entre eux, de ramener un soutien d'entraide. Sinon, au niveau des épiceries, les petites, ils se sentent beaucoup abandonnés par rapport aux grosses chaînes, par rapport aux fournisseurs de produits laitiers. Donc, c'est vraiment ramener tout le monde ensemble, puis travailler ensemble pour amener l'objectif de s'épanouir dans notre région. Puis, sinon, c'est aussi pour les communautés. Les communautés, c'est leur permettre de revoir du monde parce que on ne se cachera pas, on est une région en perte de jeunes. Donc, c'est vraiment ramener cette vitalité-là qui s'est perdue avec le temps. Super, merci beaucoup, Raphaël. Moi, j'ai une autre question que je voulais vous poser. En fait, là, souvent, moi, dans mon rôle d'accompagnement en pré-démarrage, j'entends souvent des craintes par rapport à la relation avec son conseil d'administration. Là, moi, je suis fondateur. Je vais-tu me faire sacrer dehors de mon projet? Qu'est-ce qui se passe? Je me demandais, de votre côté, là, dans les coops, Zorani et Raphaël, c'est pas tout à fait la même relation, mais toi, Béatrice, comment tu vis ça, là, le fait d'avoir un conseil d'administration qui est là, à qui tu dois rendre des comptes? Bien, c'est intéressant que tu poses la question, Stéphane, parce que de mon point de vue à moi, le conseil est là vraiment pour le bénéfice de l'organisme. À la base, nous, notre conseil d'administration, là, on a 4 personnes qui siègent sur notre conseil. C'est 4 personnes qu'on a choisies. C'est 4 personnes on les a approchées, on leur a dit, on leur a présenté le projet, puis on leur a demandé tout simplement s'ils avaient envie de s'impliquer parce qu'on pensait vraiment que c'était des acteurs pertinents pour la réussite de Emerge. Donc, à la base, on les a choisis. Donc, ça aurait été un peu spécial qu'on choisisse des gens avec qui on ne s'entend pas nécessairement bien ou qui viendraient nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, de mon expérience, le conseil est vraiment là pour justement nous conseiller. Pour Emerge, on les rencontre 3 à 4 fois par année. Donc, là, tout se fait en virtuel. Puis, finalement, comment ça se passe, c'est qu'on leur fait un résumé de ce qu'on a accompli.
Puis, il nous conseille sur la suite des choses. Des fois, on fait des assemblées extraordinaires quand on a une décision importante qui doit être prise. Comme par exemple, cette année, on a décidé d'augmenter nos tarifs. Donc, l'année dernière, on était vraiment trop généreux avec nos clients. Cette année, on a augmenté nos tarifs. Ça fait partie des décisions qu'on doit faire approuver par notre conseil. Mais nous, on a vraiment une relation qui est positive, là. Donc, ils sont là pour nous aider, pour faire croître l'organisme. Donc là, on est beaucoup dans la phase de recherche de financement pour notamment être capable de faire survivre l'OBNL en se payant des salaires. Puis le conseil s'implique dans ces démarches-là, donc il nous met en contact avec des gens dans leur réseau. Donc pour moi, c'est vraiment c'est un stéréotype qui devrait vraiment être défait parce que le conseil est vraiment là pour nous aider là, finalement. Super intéressant, Béatrice. Merci beaucoup. Peut-être juste commencer à préparer les gens parce que encore 5-6 minutes, là, puis on va pouvoir commencer à prendre les questions si vous en avez. Vous pouvez commencer tout de suite à les écrire peut-être sur un petit bout de papier pour les poser. Je me demandais, j'avais une autre question en fait, là, peut-être pour toi, Zorani, parce que vous êtes là depuis déjà 5 ans, je crois, Mambo. Il y a aussi par rapport aux questions financières. Vous, tu l'as bien mentionné, vous avez des clients, vous avez des fois des gros clients, c'est des gros contrats. Comment ça se passe quand vient le temps d'une augmentation salariale ou encore de reverser la fameuse ristourne dans une coop? Les surplus économiques, là, les profits, mettons, comment ces décisions-là sont-elles prises à l'intérieur de la coop? Mais en fait, c'est ça. Nous, en CA, les décisions qu'on prend, c'est souvent des lignes directrices, soit stratégiques, soit justement monétaires. On a quand même des limites des achats qu'on peut faire sans aller voir les CA. Mais dans le quotidien de tous les jours, on fait juste appliquer ces lignes directrices-là. Je n'irai pas en CA parce que est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas X clients? Parce que là, à un moment donné, ça deviendrait un peu fou dans le quotidien, puis ce n'est pas très rentable non plus. Donc, c'est ça. Chaque personne a son rôle qu'elle a comme à faire. Mais nous, en CA, souvent, c'est des grosses gestions. C'est comme, par exemple, si on a décidé, on déménage de local parce qu'en ce moment, je ne sais pas, il y a une problématique qui est locale. Ça se passe en CA, on décide, oui, on le fait. Mais ce n'est pas en CA qu'on va décider, c'est X local qu'on va choisir. C'est plus comme, il faut trouver un local, voici le budget qu'on a, voici qu'est-ce qu'on recherche. On va aussi attitrer quelqu'un qui va devoir faire justement ça. Puis c'est ça, c'est comme, allez, travailler. Parce que sinon, c'est plus comme, ça deviendrait fou de toutes les petites décisions en permanence tout le temps en CA les faire. Aussi, comme Béatrice a mentionné, nous, le CA, pour nous, c'est pas, comment dire, les processus, nous, comme on est une coop de travailleurs, justement, la majorité des membres, ils rentrent en tant que travailleurs, puis après ça, ils deviennent membres. Pour nous, le processus d'embauche est quand même assez long, dans le sens que nous, on a des employés qu'on a, comment dire, Tommy, qui est une des dernières personnes qui est devenue membre, lui, en fait, qui était étudiant pendant qu'il a commencé à travailler chez nous en tant qu'épigiste. On était comme son emploi, on va dire, temps partiel. Il a fait ça pendant presque 3 ans. Puis après ça, quand il est tombé à temps plein, ben lui, il a vraiment comme dit, moi, je veux devenir membre. Ça a quand même pris beaucoup de temps avant qu'on dise, ouais, cette personne-là est passée d'épigiste à employé, et elle veut devenir un membre. Puis même aussi, même pour les développeurs et tout ça, souvent, même juste pour justement que quelqu'un travaille chez Mambo, on est quand même très piqué sur ce qu'on recherche. Parce que justement, pour nous, c'est l'ambiance du travail est très importante. Puis pour nous, c'est comme tout le monde a quand même son point à dire sur cette personne-là. Peut-être que lui est très compétent, mais peut-être que sa personnalité ne fit pas du tout avec nous. Donc, il y a quand même, on va dire, on est quand même très. Le processus est très long avant de trouver quelqu'un qui rentre dans le CA. Fait qu'on a quand même le temps de comprendre est-ce que cette personne-là va fitter avec nous ou pas. Puis c'est ça, comme je dis, c'est comme il y a des décisions qui se prennent en CA, toute la gang ensemble. Souvent, c'est comme des grosses décisions, c'est là qui se prennent. Puis sinon, on a décidé des lignes directrices de où on s'en va, c'est quoi notre vision pour cette année. Puis après ça, c'est appliquer-les au quotidien parce qu'on ne peut pas tout prendre tout le temps en CA, ça serait complètement fou. Oui, puis je me souviens tout à l'heure, tu mentionnais, Zorani, qu'il y a des gens finalement qui sont membres de la coopérative, mais qui n'ont pas nécessairement d'intérêt à participer au conseil d'administration. Dépendamment des intérêts et des forces de chacun, j'imagine que ça doit jouer aussi là, sur les responsabilités. Oui, en fait, c'est juste que nous, on y va avec la personne. C'est comme on a certains, même des travailleurs qui, eux, sont juste pas membres du tout de la coop, c'est des employés. Puis, c'est correct comme ça parce qu'on a quand même aussi des gens qui, eux, ils ont la taille juste du travail à faire qu'est-ce qu'ils doivent faire.
Mais c'est ça, si quelqu'un porte l'intérêt à dire je veux m'impliquer, mais ça devient des membres dans le court ou le long terme. On s'entend pour devenir un membre, il faut quand même payer sa part sociale. Puis ça, justement, le fait qu'il faut que tu payes une part sociale, ça fait en sorte qu'il y a quand même un sérieux qui est établi là. C'est pas un jeu, c'est pas juste, c'est pas un 20 $. C'est pas une part sociale chez Desjardins non plus. Là. Si tu deviens quand même partie justement du CEP pour faire ça. Après ça, je sais pas si c'était... Puis après ça, nous, comment justement les décisions d'argent et tout ça, mais il y a aussi les profits, comment on les partage. Souvent, c'est selon la loi coop, on s'entend, il faut quand même laisser une partie des profits qu'on met de côté. Puis après ça, il y a l'autre argent qui est c'est là qu'on nous, ensemble, en C1, on prend la décision, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Des fois, la décision, comme cette année, la décision qu'on a prise, c'est qu'on n'y va pas y toucher parce qu'on est en plein COVID, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver d'ici les prochains mois. Donc, on a décidé de le laisser là, puis en janvier, on va entrer parler, puis on va décider est-ce que cette année, on se verse justement les profits au prorata des heures travaillées. Parce que nous, c'est comme ça, dans nos règlements, c'est ça qui est établi, c'est qu'on se verse les profits au prorata des heures travaillées. Si on a pris la décision cette année de justement se verser les profits ou pas. Parce que des fois, les profits aussi, on peut les utiliser pour, je ne sais pas, on va acheter un building cette année-là. Je sais pas. Fait que ces décisions-là, on la prend justement ensemble en CA. Qu'est-ce qu'on fait avec ces profits-là? Puis, c'est intéressant, tu parles de profit depuis tantôt, Zorani, ou de surplus économique, là, si on veut utiliser le bon vocabulaire, mais il y a justement une question de C. Nabou qui se demande, puis je te pose la question à toi tout de suite, Béatrice. Premièrement, est-ce qu'on peut faire de l'argent si on est dans un OBNL? Puis est-ce que c'est possible de faire des surplus économiques dans un OBNL? Bien, c'est certainement possible. Organisme à but non lucratif ne vient pas signifier nécessairement organisme sans revenu. Évidemment, pour que l'organisme fonctionne, il doit avoir une entrée d'argent à quelque part, que ce soit avec la prestation de services ou des subventions, des prêts, etc. Donc, il peut avoir des surplus. C'est sûr que quand on démarre une entreprise, que ce soit à but lucratif ou pas, souvent, les finances, ben, ça vient des fondateurs. Donc, on part plus difficilement de ce côté-là, mais tout dépend de la structure puis des prix qu'on demande. Moi, je vais vous donner mon exemple. Donc, avec Emerge, pour avoir un mandat, on charge 6 500 $ pour l'année. Donc, les consultants commencent à travailler début novembre puis terminent en avril. Chaque consultant, donc habituellement, c'est des équipes de 2 ou 3 consultants. Chaque consultant investit 10 à 15 heures sur le mandat par semaine. Donc, si tu calcules le salaire horaire que ça revient à la fin, ben, c'est quasiment à la scène près. Là. Donc, pour les entreprises, c'est super avantageux. Ce 6 500 $-là, il va avoir une retombée qui est très importante. Puis nous, de notre côté, comment on utilise le 6 500 $? On ne se paye pas de salaire, puis on ne paye pas nos étudiants non plus. Donc, les gens qu'on engage, ils le font vraiment pour l'expérience, ils veulent apprendre. Donc, le 6 500, il sert vraiment à faire rouler l'entreprise. C'est vraiment les frais de base, là, donc ça ne couvre pas beaucoup. Puis quand on fait un profit, ben, la structure d'un OBNL fait en sorte que les profits sont toujours réinvestis à l'interne. Donc, si on fait un bénéfice de 2 000 $ à la fin de l'année, soit qu'on le garde en fonds de roulement, un petit coussin de sécurité, ou on décide de mettre sur pied un projet spécial. Mais c'est pas parce qu'on est un OBNL qu'on peut pas faire d'argent. T'sais, juste Centraide, c'est une grosse machine, c'est un organisme à but non lucratif, mais on ne se cachera pas que le directeur général de Centraide doit faire pas mal plus que 70 000 $ par année. Donc, c'est pas parce qu'on opte pour ce modèle-là qu'au final, il n'y a pas d'argent dans l'équation. Wow, Béatrice, c'est super bien dit. J'approuve tout ce que tu mentionnes. Puis, je me demandais en fait, pour conclure, là, si on veut, cette belle discussion qu'on a ensemble, peut-être qu'il y en a aussi aujourd'hui là, dans la cinquantaine de personnes qui assistent au panel. Il y en a peut-être qui aimeraient éventuellement lancer une entreprise d'économie sociale, une entreprise collective. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner, que ce soit pour un OBNL ou une coopérative? Toi, Raphaël, est-ce que tu le vis présentement, le démarrage d'une entreprise collective? Est-ce que tu aurais un conseil pour ces gens-là? Le meilleur conseil, je trouve, c'est vraiment aller trouver du monde pour
accompagner le projet puis s'entourer parce que des fois, on a l'impression d'être une bonne piste, mais il faut aussi avoir des idées opposées puis un peu un mélange de tout pour essayer de mettre à l'épreuve nos idées puis de vraiment s'assurer qu'on va dans la bonne direction parce qu'on pourrait monter un projet de A à Z puis finalement, l'énergie qu'on a mis n'est pas le projet aussi bon qu'il pourrait l'être. C'est vraiment s'entourer la solution. Comme par exemple avec Stéphane du programme Sismique Capitale Nationale. C'est ça que tu veux dire, Raph? Oui, c'est un très bon exemple. Hey, merci beaucoup, Raphaël. Zorani, de ton côté, est-ce que tu aurais un. Là, je comprends que ça fait quand même 5 ans. Peut-être que le démarrage, ça fait un petit bout, mais est-ce que tu aurais peut-être. Mais en fait, c'est ça. C'est comme Raphaël, il dit, comme allez chercher toute l'aide que vous pouvez des plein d'organismes. Nous, Mambo, on est né à une époque où est-ce que c'était en pleine austérité. Les CLD étaient en train de fermer, ils ne voulaient pas nous répondre. Le pôle n'existait pas encore. Puis que c'était comme, nous, on a passé par beaucoup de formes d'entreprise avant de trouver vraiment notre forme d'entreprise. Comment dire, au début, on était une SNC, puis après ça, on s'est dit que, ouais, non, je n'ai pas envie de charger les dettes de tout le monde sur mon dos. Donc, on a comme viré, après ça, on a comme, puis tout le monde n'arrêtait pas de nous dire que coop, c'était quoi déjà? Il faut vraiment avoir un boss dans une entreprise, sinon ça ne marchera pas. Puis nous, on était comme, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il n'y ait pas un modèle qui existe, c'est pas ça du tout. Donc, quand on est tombé sur Coop, justement, on a quand même passé quelques années où est-ce qu'on faisait les choses à peu près comme on pensait. Puis après ça, c'est comme on a commencé à travailler avec, je ne me souviens pas de quel organisme. Puis, c'est eux qui nous ont aidés justement à faire en sorte que toutes les règles coop soient vraiment bien appliquées à la lettre, parce que c'est ça. L'affaire, c'est que quand tu parles d'une coopérative ou d'une entreprise en économie sociale, c'est que c'est des lois qui sont vraiment méconnues. Même des fois, trouver un comptable qui connaît ça, c'est quand même difficile à trouver un qui est bon. Fait que c'est ça. C'est comme, il y a ça aussi. Puis, c'est ça, je dirais comme juste vraiment savoir s'entourer des gens qui connaissent vraiment ces modèles d'affaires-là, parce qu'il est quand même étrangement super mal connu au Québec, même si on a beaucoup de coopératives et beaucoup d'entreprises en économie sociale. C'est ça. Oui, ben, en fait, super, Zorani. Je prends juste une petite seconde pour le préciser. C'était la coopérative de développement régional, la CDRQ, qui vous accompagnait au départ. Puis, d'ailleurs, juste pour faire du pouce sur ce que vous mentionnez à propos de l'importance de l'accompagnement, j'aime toujours ça rappeler à quel point les entrepreneurs de tous les types d'entreprises, travailleurs autonomes, sociétés par action, mais aussi au BNL, coopératives, dans la région, on est vraiment bien servi. Là. Il y a beaucoup d'organismes en accompagnement, la CEDEC de Québec, le pôle en prédémarrage, etc., etc. Donc, ben, effectivement, tant mieux si ça vous a aidé de votre côté, là, Zorani et Raphaël. Puis, Béatrice, un dernier petit conseil? Oui, bien honnêtement, Raphaël et Zorani, vous avez vraiment amené le point central que je voulais mettre de l'avant, c'est l'importance de bien s'entourer. Je diverai un petit peu en disant de choisir les gens avec qui on va démarrer le projet. C'est aussi vraiment important qu'ils nous ressemblent. Donc, moi, Jean-Philippe et Simon, je ne me serais jamais embarquée en affaires avec eux si on n'avait pas les mêmes valeurs, si on n'avait pas la même vision de la chose. Donc, dès le départ, de bien établir ça, où est-ce qu'on veut se rendre, pourquoi on est là, c'est quoi les valeurs qu'on prône pour s'assurer que tout le monde, finalement, partage ces valeurs-là. Parce que c'est vraiment ça qui va amener l'entreprise à bon port. Puis je dirais aussi de toujours rester, puis là, que ce soit en démarrage ou plus tard, moi, pour vrai, c'est vraiment l'ouverture d'esprit qui me fait progresser dans tout ça. Chez Emerge, on a une culture du feedback qui est vraiment implantée, que ce soit les consultants qui nous donnent du feedback ou nous qui leur en donnons. On trouve ça super important de toujours se donner de la rétroaction pour pouvoir grandir. Puis ça, ce qui est important là-dedans, c'est de mettre son ego de côté. En affaires, les projets qui échouent souvent, c'est parce qu'on prend les choses personnelles. Mais quand tu es dans une business, c'est vraiment l'entreprise qui passe en premier. Donc, d'être capable de mettre son ego de côté, prendre les commentaires, en donner, ça serait un conseil que je donnerais à n'importe qui, puis dans n'importe quelle forme d'entreprise, finalement, je pense que c'est super important, l'ouverture d'esprit. Moi, j'aurais une petite affaire à ajouter à tout ça.
En fait, c'est juste les clichés que l'économie sociale, on ne fait pas de l'argent, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Des fois, la seule raison pour laquelle, si vous vouliez comme partir de quoi dans ce modèle d'affaires-là, c'est tout simplement si vous avez envie d'avoir un endroit de travail qui vous ressemble d'une certaine façon. Ça peut être juste une assez bonne raison pour dire « moi, je veux que ça soit égalitaire », puis c'est tout. Même si votre domaine d'activité, c'est, je sais pas moi, vous faites des fusées. Mais ça reste qu'il y a d'une certaine façon, c'est quand même là qu'on passe le plus de temps dans notre journée et dans notre vie. Fait qu'il y a juste un endroit où est-ce qu'on se sent bien. Ça peut quand même juste être une bonne raison pour dire moi je vais être une entreprise où tout le monde est égal, où est-ce qu'on peut se parler, où est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dérange en haut tout le temps. Fait que c'est ça. C'est intéressant, Zorani, quand tu parles de fusée, peut-être que si SpaceX avait été là aujourd'hui, changerait son modèle en forme coopérative. Hey, merci beaucoup d'avoir assisté au panel. Maintenant, je vous propose une petite période de questions. Vous pouvez, pour la logistique, le plus simple, ce serait peut-être de les écrire dans le chat et puis je vais pouvoir vous donner la parole là, si vous en avez. Donc, vous avez vu, là, sont très intéressés à répondre à vos questions sur peut-être les enjeux plus concrets quand vient le temps du démarrage, la rédaction des règlements généraux. Par exemple, s'il y a une question de Étienne. Étienne, est-ce que tu voulais la poser? Étienne Ferron. Ça ne me dérange pas de la répondre, Stéphane. Salut. Salut, Étienne. En fait, c'était surtout par rapport à vos défis, les défis rencontrés par chacune de vos entreprises. Est-ce qu'il y en a que vous retenez? Est-ce qu'il y en a que vous appréhendez ou que vous dites peut-être vous avoir une petite réflexion là-dessus? Là. Oui. Est-ce que peut-être, Raphaël, tu voudrais essayer une réponse? Ben, le défi, de mon côté, pour une coop de producteurs, c'est des producteurs agricoles. Donc, eux sont assez chargés dans leur horaire. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est peut-être s'assurer que tout le monde va dans la même direction aussi. Là, parce que si on on travaille d'un côté, puis de l'autre côté, le monde ne sont pas d'accord, tu mets des énergies à mauvaise place. Là. Et c'est vraiment s'assurer que tu vas dans la bonne direction. Là. Oui, exact. Parce que c'est toujours un enjeu de travailler, de s'épuiser dans le démarrage, parce que c'est tellement exigeant en temps que si on n'a pas une bonne direction dès le départ, on peut tourner en rond, puis ça, c'est effectivement très épuisant là, pour le démarrage d'un projet. Bon point, Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, effectivement, ça, c'est une très bonne question, Marie-Claude. Par rapport au financement de démarrage, peut-être que Béatrice, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Comment on fait pour financer un OBNL pour le démarrage, par exemple? Bien, c'est une bonne question. Nous, de notre côté, ça a été simplement le bon vouloir et la générosité des cofondateurs. Donc, on a tous investi de notre poche pour démarrer le projet. Donc, c'est sûr qu'il y avait certains coûts fixes qui étaient nécessaires à débourser pour partir l'OBNL. Mais après ça, là, finalement, nous, on survit, c'est un grand mot, là, on vit au quotidien des revenus que nous procurent les mandats qu'on fait dans les entreprises. Donc, on n'a aucune subvention, on n'a pas de financement public ni privé pour l'instant. C'est cette année qu'on travaille très fort là-dessus. Mais c'est ça. Donc, on a démarré le projet vraiment en investissant de notre propre poche. Puis, on a déjà eu notre retour sur investissement. Là, donc, finalement, on s'est tous remboursés. C'était juste le cash down de départ, là, finalement, qu'on a fait par nous-mêmes. C'est sûr qu'il y a d'autres moyens. Il y a plusieurs subventions qui existent. Du financement, le bon vouloir aussi de notre réseau puis de la parenté. Là. Donc, ça peut être aussi une option. Mais nous, de notre côté, ça a vraiment été les 3 cofondateurs. On a mis une mise de fonds de départ. Puis ensuite, on s'est arrangé avec les mandats là, qui nous ont procuré des revenus, finalement. Merci beaucoup, Béatrice. De votre côté, Zorani, comment ça s'est passé, la fondation de votre coopérative? Mais nous, c'est pas très compliqué. Nous, il faut juste un ordinateur, des logiciels, puis c'est à peu près tout. Donc, les coûts initiaux n'est pas très élevé. C'est vraiment plus du temps que ça prend.
Puis nous, en fait, la plus grosse leçon qu'on a appris en travaillant, puis genre les premières années, on s'entend, on cherchait des mandats à droite et à gauche, puis on a tendance à charger pas suffisamment. Puis c'est vraiment quand on a décidé, non, ça vaut ça, c'est ça que ça vaut pour vrai, c'est là que d'une certaine façon, c'est comme si dès que tu apprends cette maturité-là, les mandats, ils ont commencé à arriver. Le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment comme charger qu'est-ce que ça vaut. Puis c'est là que tu vas donner l'air pas mal plus crédible, puis tu vas créer les bons mandats qui vont arriver à toi. Peut-être juste, oui, vas-y, Raphaël. Puis j'ajouterais aussi, tu sais, de ne pas se gêner d'aller frapper à peu importe les portes là, que tu penses que ça peut être une source de financement ou toutes les concours, toutes les activités de financement, là, de ne pas se gêner de participer à ça. Des fois, c'est peut-être petit, mais avec tout ce que tu vas chercher comme investissement de l'autre côté, soit ce soit dans la visibilité ou la reconnaissance, puis peut-être des partenaires futurs, je pense que, tu sais, tout est bon pour aller chercher une forme de financement ou même le temps, on ne compte pas nécessairement, mais c'est aussi un certain investissement financier parce que pendant un certain temps, tu vas beaucoup mettre ton salaire de côté pour t'investir dans ton projet. Hein. Puis moi, j'avais juste une dernière petite chose, c'est comme, il y a aussi comme juste réfère un peu si vous travaillez comme dans un domaine qui, comment dire, tout est super traditionnel, puis les gens ils font les choses de la même façon. Le développement des affaires, c'est pas juste aller rencontrer des gens, c'est aussi, nous par exemple, il y a beaucoup de nos clients qui c'est juste dans des trucs comme Behance, Instagram, des trucs comme ça qu'on les a trouvés. Même s'il y a beaucoup d'agences qui, même si ça fait vraiment longtemps qu'ils existent, tu vas dans ces plateformes-là, puis ils sont inexistantes là. Pourtant, c'est quand même, c'est ça, tout se passe sur le web maintenant, puis justement, ça, c'est quand même très important de juste comme aller parler à des endroits où est-ce que les gens sont là, puis qu'il n'y a personne qui parle en ce moment. Oui, puis j'ajouterais qu'à partir du moment où on a un modèle d'affaires qui est viable, donc on est capable de faire la démonstration que les revenus peuvent supporter les dépenses, le financement, il y a plusieurs solutions là, qui vont s'offrir, que ce soit en économie sociale ou n'importe quel type d'entrepreneuriat. Donc, c'est toujours finalement ça la clé, hein, d'avoir des revenus et des dépenses qui sont équilibrés. Hey, merci beaucoup. Ça a été vraiment, vraiment très intéressant de vous entendre, de voir un peu votre expérience en lancement d'entreprise collective. Je suis certain que ça a été super enrichissant pour les gens qui étaient présents. Peut-être juste un dernier remerciement à l'Université Laval, encore une fois, qu'on termine là, entre nous ce matin la programmation de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Encore une belle programmation de l'Université Laval. Puis si jamais vous voulez en savoir plus sur l'économie sociale, vous avez peut-être une curiosité ou un intérêt à rencontrer ou à poser des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, je vais mettre mon adresse courriel dans le chat. Et il y a encore plein d'autres événements qui s'en viennent pour le pôle dans le cadre du mois de l'économie sociale. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur le site du pôle pour ces événements-là. Merci d'avoir été là et passez une excellente journée.